Je vais commencer par me présenter un peu, comme ça vous y verrez plus clair. Et puis ensuite, je vais faire un petit rappel du sujet de ce soir et puis un peu du plan. Je n'ai pas prévu ni rédiger de documents écrits, mais je vous ferai plutôt passer des liens. Et puis, si besoin, s'il y a vraiment un manque, je pourrais toujours le faire. Donc, je suis Maude Léguissin, vous l'avez peut-être vu dans l'annonce. Mon diplôme, mon titre, c'est sociologue. J'ai soutenu ma thèse à Toulouse en 2012. Cette thèse, elle portait sur les sites de rencontres sur Internet. Je vois tellement l'objet de mon intervention ce soir. J'ai été pendant quelques années enseignante à la fac notamment. Et puis ensuite, j'ai intégré l'IREPS, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion pour la santé, d'abord à Toulouse et depuis 2 ans, donc, je suis en Guyane, donc basée à Cayenne. Ce qui fait que vous voyez la fenêtre derrière moi, la lumière du jour, puisque pour moi, il est 15h30. Donc, je suis en plein après-midi. Peut-être du coup plus en forme. Ça reste à voir que vous à 20h. Le, j'ai intervenu pendant ce que je vous disais que je suis contente de vous retrouver, c'est parce que j'ai fait plusieurs interventions à l'université populaire alors du coup j'ai refait le compte en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir. Et alors, je n'ai pas compté le nombre d'interventions, mais c'était entre 2009 et 2017, à peu près au rythme d'une par an. Alors, je n'ai pas refait le compte, mais je faisais quelques petites interventions pour l'université. Et puis, surtout les 3 dernières années, je faisais partie du groupe de travail des ateliers sur les préjugés sexistes et de genre. Donc, j'en profite pour faire une petite dédicace à mes collègues de ce moment-là. Donc, le sujet de mon intervention aujourd'hui, c'est donc promotion de la santé et genre, ou genre et promotion de la santé. De toute façon, on peut le dire dans les deux sens. En fait, ça va donc allier, on va dire, mes premières amours d'étudiante en sociologie et de sociologue par la suite, qui étaient donc travailler sur le genre, sur la question du genre et sur la question des rapports sociaux de sexe. Et puis, donc, depuis 3 ans maintenant, la promotion de la santé. Donc, je vais vous expliquer un peu plus longuement ce qu'est la promotion de la santé. Mais vraiment, c'est le travail que je fais aujourd'hui, que je fais vraiment dans la suite de ce que j'ai pu faire en sociologie et en tant qu'enseignante. Aujourd'hui, je suis essentiellement formatrice pour adultes, auprès de professionnels qui mettent en place des actions de prévention, d'éducation à la santé auprès des publics. Donc, on est notamment en lien fort avec l'ARS, en ce moment particulièrement, pour essayer de communiquer notamment auprès des publics et des populations sur des messages de prévention. Si vous avez d'ailleurs des questions là-dessus, je pourrais tout à fait y revenir à la fin ou dans un autre contexte. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent se voir. Donc, il y a un IREPS dans chaque région, et il y en a un en Occitanie. Et moi, depuis 1 an et demi, maintenant, je suis à l'IREPS de Guyane. Le titre de l'intervention, c'est pourquoi est-ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est une donnée statistique, chiffrée, rationnelle, objective. On va peut-être rediscuter un peu sur cette notion d'objectivité des chiffres. Et vraiment, moi, ce que j'avais envie de faire avec vous ce soir, c'était de discuter sur la part sociale, finalement, et la dimension de construction sociale qu'il va y avoir dans la question de la santé qui amène à ces chiffres. Voilà. Je ne suis pas biologiste, je ne suis pas épidémiologiste, je suis sociologue, donc du coup, je vais parler avec mes lunettes de sociologue et je vais essayer de voir avec vous comment finalement on peut questionner ça. Ça va durer 1 heure à peu près. Je vais essayer d'être plutôt sur le côté initiation, sensibilisation. Je sais que ce n'est pas des concepts qui sont forcément faciles et courants pour tout le monde, donc je vais essayer d'être
pédagogique et didactique. J'espère que je ne le serai pas trop ou suffisamment. Enfin bon, de toute façon, si jamais vraiment je vous perds, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez peut-être m'envoyer un petit commentaire. Sinon, je répondrai du mieux que je peux aux questions à la fin. Peut-être que d'ailleurs, voilà, les questions, on peut les garder plutôt pour la fin. Et c'est vraiment s'il y a quelque chose qui se passe mal en termes de son, etc., qu'il faudrait plutôt me faire des commentaires. Sinon, je vous le demanderai directement. Bon, je ne suis pas la seule à vous le dire. Je ne suis pas une grande habituée des lives, des conférences en live comme ça. Je me vois, je ne vous vois pas. Et d'habitude, c'est l'inverse. Et c'est bien plus confortable quand on voit son public que quand on se voit soi-même. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Je vais vous présenter quand même un peu du coup le plan de ce que j'ai prévu de vous dire. Je vais vraiment développer avec vous ces notions de promotion de la santé, des concepts qui sont liés pour pouvoir aller vers le genre ensuite. Et puis peut-être, si on a le temps, questionner vraiment l'aspect médical. Je vous le disais, on l'a mis dans le résumé. L'espérance de vie à la naissance n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes. Elle est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,3 ans pour les hommes. Donc, on est quand même sur un chiffre relativement significatif. Il y a une différence de 6 ans. Ce sont des données relativement récentes. Je vous redonnerai les références, mais j'ai utilisé principalement, on va dire, 2 ouvrages magazines, par revue, pour raffiner ce que je vais vous dire là maintenant. Donc, le premier, c'est celui-là. Alors, il a été utilisé en plus en illustration, donc ça tombe plutôt bien. Donc, c'est un ouvrage qui date, qui est très, très récent, hein. Je crois qu'il voilà 2019, qui a été donc, c'est un ouvrage collectif que vous pouvez retrouver. Donc, vous avez donc les auteurs ici. Qui est bien et qui est vraiment, moi j'ai trouvé, qui reprend bien toutes les notions et qui permet vraiment de bien expliquer tout ce que c'est. Donc, une partie de ce que je vais vous dire ce soir sera extraite du livre. Donc, du coup, ça peut vous permettre d'aller approfondir si besoin. Je vous le dirai quand je ferai référence à celui-là. Et l'autre, c'est une revue qui s'appelle La santé en action, qui est éditée par Santé publique France. Donc ça, c'est le numéro de septembre 2017. Elles sont téléchargeables sur le site de Santé publique France gratuitement. Juste avant de démarrer, j'ai fait une rapide recherche, mais comme je m'y suis pris 1 minute avant le direct, je n'ai pas retrouvé. La référence arrive dans les commentaires. Il y a un certain nombre d'articles quand même dedans qui sont très intéressants et qui ont le mérite d'être assez courts. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il fait 2 pages. Et donc, il y a quelques notions qui sont expliquées, puis après, vous avez des liens et des références pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Donc, je me suis essentiellement appuyée sur ces 2 références qui sont vraiment très, très riches pour démarrer quelque chose. Et puis ensuite, il y a les clés pour pouvoir aller plus loin. Donc, c'est vraiment top. Donc ça, voilà, je voulais vous le dire. Donc, je reprends mes chiffres hein, que j'ai extraits de celui-ci. C'est les références qu'il y a dedans. Donc, espérance de vie pour les femmes, 85,3 ans. Espérance de vie pour les hommes, 79,3 ans. Donc, ça, c'est l'espérance de vie à la naissance. Par contre, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que déjà, l'espérance de vie en bonne santé, pour les femmes, elle tombe à 64,2 ans. Et pour les hommes, on est à 63,4 ans. Donc, je vous redis le chiffre parce que de l'entendre, ce n'est pas forcément hyper facile à mémoriser. 64,2 pour les femmes, 63,4 pour les hommes.
je pense qu'on peut dire que l'écart est clairement beaucoup moins significatif que quand on parle d'espérance de vie. Donc déjà, rien que ça, la manière dont on prend les chiffres, on va pouvoir dire des choses différentes. Et c'est vraiment ça qui va m'intéresser là dans tout l'exposé que je vais faire par la suite. On voit avec cet écart entre les chiffres, c'est que il va vraiment être important de questionner cette idée de santé, de qu'est-ce que c'est que la santé, quand on veut regarder notamment comment ça marche pour les hommes et pour les femmes. Et donc questionner l'idée que les femmes, donc on va parler là des individus de sexe féminin, sont en meilleure santé et ont une vie plus longue que les hommes, donc les individus de sexe masculin. Cette distinction, elle va être importante pour moi sur la différence entre être une femme ou être un individu de sexe féminin, être un homme ou être un individu de sexe masculin. C'est pas forcément la même chose. On pourra en reparler. Voilà, donc pour introduire le sujet, c'est vraiment qu'est-ce qui fait finalement, qu'est-ce qui explique cet écart entre les deux et comment est-ce qu'on peut avoir des chiffres aussi différents en parlant d'espérance de vie ou en parlant d'espérance de vie en bonne santé. Donc, je vous l'ai dit, on va parler de promotion de la santé. Alors, promotion de la santé, souvent quand on me demande ce que je fais comme métier, je dis je suis chargée de projet et formatrice en promotion de la santé. J'ai droit à des regards assez polis, d'acquiescement, puis des signes d'acquiescement. Ah oui, oui. Je suis bien consciente que ce n'est pas une notion très connue. Promotion, on peut penser qu'au solde. Hein, donc, on est d'accord que là, moi, je ne vais pas faire des soldes sur la santé. Ce n'est pas l'objet. On va parler de promotion de la santé. C'est un concept qui s'appuie vraiment sur une organisation internationale. On s'appuie notamment sur la Charte d'Ottawa et sur une définition de la santé bien particulière. Donc, je vais commencer. Alors, je vous ai préparé des petites choses parce que je n'ai pas d'imprimante chez moi. Donc, j'ai fait à la main. Je vais vous demander de réfléchir déjà, avant, chacun chez vous, du coup, à finalement ce que c'est pour vous la santé. Quelle définition vous donneriez à la santé? À quoi ça correspond pour vous? Voilà. Prenez juste quelques secondes pour essayer de réfléchir à ça. Moi, je vais préparer mes petits docs pour l'instant. Je vais essayer de les mettre directement devant la caméra. C'est pas gagné, mais on va essayer. Vous pouvez même le noter hein, si vous avez un stylo. Comme ça, vous ne pouvez pas vous faire des pièges à vous-même et vous dire si, c'était ça que j'avais en tête. Alors, voici la définition de la santé, donc, qui date de 1946. Elle n'est pas nouvelle. Hein. Je vais aussi vous la lire. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition, elle est importante et elle mériterait d'être mieux répandue. C'est peut-être d'ailleurs un peu pour ça que je suis là aussi ce soir. Il y a un vrai renversement entre le fait de définir la santé comme l'absence de maladie ou comme un état complet de bien-être. C'est un vrai renversement de paradigme puisque du coup, on n'est plus sur comment guérir, comment empêcher de tomber malade, mais comment faire pour être bien et se sentir bien. Et de manière complète, hein, donc physique, mentale et sociale. Donc, effectivement, elle apparaît aussi en commentaire. Cette définition, elle est vraiment le cœur de la promotion de la santé, puisque du coup, la promotion de la santé, ce ne sera pas seulement faire de la prévention pour empêcher les gens de tomber malades, mais il va bien s'agir de travailler pour que les gens se sentent bien. Et à partir de là, déjà, on renverse complètement la manière dont on travaille et on verra que quand il s'agit du genre, il y a quand même
des choses à faire et des choses à réfléchir. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc cette définition, elle est importante et elle a permis, après plusieurs réflexions et plusieurs rencontres, de définir la charte d'Ottawa. Alors là, je vais être obligée de l'approcher. Alors, vous pouvez retrouver ce beau diagramme en tapant charte d'Ottawa. Hein, on le retrouve assez facilement avec, avec un moteur de recherche ou un autre. Cette charte d'Ottawa va vraiment permettre de définir quels sont les critères finalement de promotion de la santé si on cherche à améliorer la santé avec cette nouvelle définition. Il va donc falloir s'appuyer sur différents axes. Je ne vais pas forcément les détailler hein, aujourd'hui parce qu'on ne fait pas une analyse de la charte d'Ottawa, mais c'est important de le prendre en compte par rapport à vraiment comment est-ce qu'on travaille ensuite. Donc, il va y avoir notamment des points importants sur le renforcement de l'action communautaire, ici, vous voyez, qui fait quand même partie des clés d'action, donc on en reparlera peut-être un petit peu à la fin. On a aussi le développement des aptitudes personnelles, mais aussi la création des milieux favorables. Donc tous ces points-là sont des points qui vont être abordés quand on parle de promotion de la santé et sur lesquels on s'appuie quand on travaille en IRES, mais pas seulement, quand on cherche à travailler en santé communautaire, donc auprès de populations diverses et variées, mais également avec les personnes les plus proches de nous. Donc voilà, il y a vraiment ces différents axes. De la même manière, je vous le laisse un petit peu si vous avez des questions. Vous pourrez toujours me les poser à la fin. Cette charte d'Ottawa et donc ces concepts de promotion de la santé, vous le voyez, hein, amène cette idée que la santé, ce n'est pas seulement la dimension biologique et physiologique, mais bien, c'est pour ça que je vous ai parlé de la création de milieux favorables, mais bien la question de comment arriver à cet état complet de bien-être dans l'environnement dans lequel on vit et on évolue. Ça suppose donc qu'il y a tout un tas de facteurs, à la fois individuels, mais aussi extérieurs à nous-mêmes, qui vont finalement déterminer notre santé. Le genre dont on va parler un peu après en fait complètement partie, c'est un de ces déterminants. Quand je fais cette formation en direct, en face à face, en présentiel, parce que c'est une formation qu'on propose, hein, nous, professionnels de santé, mais pas seulement. On fait un petit exercice, donc là, il va être un peu compliqué à faire, mais on peut prendre quand même quelques secondes, qui est d'essayer de lister, selon vous, quels sont les facteurs, les choses qui vont influencer la santé des personnes. Donc, vous pouvez, de la même manière que tout à l'heure, essayer d'y réfléchir quelques secondes, alors, je ne vais pas laisser quelques minutes parce que ceux qui n'ont pas envie d'y réfléchir trop, bah, ça va être très long, ces minutes de blanc. Et puis, pour moi, ça risque de pas être facile non plus. Mais vous pouvez prendre un temps pour essayer de vous poser la question, finalement, quels sont les facteurs qui vont influencer la santé? On a déjà posé la définition de la santé, hein, donc ça aide. Mais on peut aussi se demander qu'est-ce qui va influencer cette santé? Alors, quand on pose cette question en formation, hein, il y a des réponses qui vont venir. Alors, vous verrez vous-même si ça correspond un peu aux réponses que vous aviez imaginées. Alors, la réponse qui va revenir beaucoup, vraiment, hein, c'est tout ce qui touche à l'alimentation. La santé, aujourd'hui, c'est quand même très, très associé à l'alimentation. Donc, la question de manger des légumes, de manger des fruits sains, des fruits et des légumes qui amènent beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines. Donc ça revient énormément.
On a aussi parfois la question de l'eau, le fait de boire de l'eau plutôt que de boire des boissons sucrées, par exemple. Donc ça va revenir énormément. Et parfois, quand on pose cette question de l'eau, va émerger aussi cette question de l'accès à l'eau et de la qualité de cette eau. Est-ce qu'on a accès à de l'eau potable? On sait aujourd'hui, par exemple, là, hein, vraiment, je vous parle de là tout de suite ce matin, en Guyane, on a certains cas, on va dire, de personnes malades dans des zones qu'on appelle communes de l'intérieur. Et dans un de ces villages, il n'y a pas d'eau potable. Voilà. Donc, soit ils vont prendre l'eau du fleuve, soit ils achètent des bouteilles. Donc, vous vous rendez bien compte qu'en ce moment, avec des campagnes du type lavez-vous les mains, c'est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est des choses qui peuvent émerger aussi donc ça fait partie des facteurs. Le sport va revenir beaucoup, le fait de pratiquer une activité physique, etc. Donc tout ça, tous ces déterminants-là, tous ces facteurs-là sont effectivement des facteurs essentiels. La question de la santé mentale va arriver, alors elle émerge là, donc dans les commentaires. Effectivement, cette question-là de la santé mentale, du fait d'avoir des relations avec d'autres, va être aussi très importante. Parfois aussi, on a la question de l'argent, le fait de pouvoir bien manger, pouvoir avoir accès à une activité physique. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vont arriver et qui vont arriver quand on y réfléchit un petit peu plus et quand on creuse c'est est-ce que j'ai accès à un médecin, à un hôpital proche de chez moi, ou est-ce que j'ai les moyens de transport pour aller voir mon médecin? Il va y avoir aussi la question de l'écologie. On a parlé tout à l'heure d'avoir des légumes de bonne qualité, ça suppose aussi pas polluer. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il y a finalement tout un tas de facteurs. Je ne peux pas vous les lister, d'accord? Je ne me lancerai pas là-dedans, là maintenant, ce soir, tout de suite avec vous. Mais ce qu'il va vraiment falloir prendre en compte, et là aussi, je vous ai fait un petit schéma, c'est qu'il y a plein de dimensions et que les premières auxquelles on pense sont souvent liées à des facteurs individuels. Et que finalement, quand on creuse, quand on réfléchit, on se rend compte qu'il y a tout un tas de facteurs qui ne dépendent pas seulement des comportements individuels, mais qui dépendent aussi des comportements sociaux. Vous avez ce schéma. De la même manière, vous pouvez le retrouver assez facilement sur les moteurs de recherche. Alors, je vais essayer de le caler. Voilà. Donc, il ne rentre pas complètement là. Donc, je vais reprendre les éléments les uns après les autres. Premier niveau, effectivement, de ce qu'on va appeler les déterminants sociaux de la santé. Le premier niveau, ce sont donc les facteurs qui sont liés à l'âge, au sexe et à la constitution physique. Donc, il y a effectivement ces premiers critères, ceux auxquels on pense en premier, vont avoir une influence sur la santé. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est acté et qui est relativement compris par tout le monde. Deuxième dimension qu'on va voir, ce sont effectivement tous ces facteurs qui sont liés au style de vie. Là, de la même manière, c'est des choses qu'on entend et qu'on comprend, la manière dont on vit. Alors, le fait de fumer ou pas fumer, boire de l'alcool ou pas, des boissons sucrées ou de l'eau, le fait de dormir la nuit ou pas, va avoir un impact sur notre santé. Ça, c'est sûr, et ça fait partie des choses qu'en tant qu'individu, on contrôle plus ou moins. On contrôle plus ou moins, pourquoi? Parce que quand on parle d'alcool et de tabac, on parle d'addiction. Donc, le contrôle est quand même assez relatif. L'autre, là, on commence à grimper petit à petit. Vous voyez qu'il y a des influences qui vont être de plus en plus larges et extérieures et sur lesquelles l'individu a de moins en moins de contrôle. Troisième chose, ce sont donc les réseaux sociaux de proximité. Donc, le fait, son environnement familial et culturel proche, c'est ce qui va permettre finalement aussi d'avoir une influence. Le fait d'être soutenu par ses proches ou pas. Donc, ça a été donné dans les commentaires comme exemple. Le fait d'être compris par les siens, le fait d'avoir aussi parfois des informations par le biais de ses proches, alors qu'ils sont plus ou moins en accord avec les consignes, par exemple, qui sont données au niveau national. Culturellement, on peut avoir des consignes complètement différentes, des prescriptions
faites par la santé publique française, par exemple. Je pourrais vous donner aussi des exemples guyanais. Hein. On a par exemple, voilà. Alors j'ai eu un témoignage là, il n'y a pas longtemps de pratiques culturelles qui ont des effets hein, sur la santé. Par exemple, les femmes enceintes consomment une argile blanche. En fait, cette argile, selon les rituels, peut être soit étalée sur le corps, soit consommée. Alors, ça va dépendre des sous-groupes ethniques ensuite. Et en fait, on sait aujourd'hui que le fait de consommer cette argile va créer des carences en fer. Donc, comme c'est déjà quelque chose qui est sensible chez les femmes enceintes, là, c'est d'autant plus difficile. Et finalement, on voit bien comment parfois l'impact du culturel va avoir un effet sur la santé, mais on est vraiment sur des choses qui sont de l'ordre de la croyance, donc on ne peut pas non plus juste arriver et dire bon, maintenant, il faut arrêter. Quoi. Parce que les discours seront mis au même niveau pour les personnes et finalement, elles devront choisir leur camp. Et choisir entre le médecin blanc qui vient dire à une femme qu'il voit une fois tous les 3 ans, ça, il ne faut pas le faire, par rapport à la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui l'ont toujours fait et qui le disent tous les jours, vous vous rendez bien compte que l'impact et l'influence du discours ne va pas être du tout le même, même si le médecin a une blouse blanche. J'ai presque envie de dire presque au contraire. Même. Ensuite, il va y avoir tout un tas d'éléments. Donc, certains ont été un petit peu cités. La reconnaissance d'autrui dans l'estime de soi, on va la retrouver par exemple si on a un travail épanouissant. Alors, un des déterminants sociaux de la santé, on sait que c'est le chômage. Les personnes au chômage ont une bien moins bonne santé hein, que le niveau moyen. On va aussi avoir donc la question de l'agriculture, je vous l'ai dit un petit peu, l'éducation. Ça, je ne l'ai pas dit, mais le niveau d'éducation va vraiment avoir un impact fort sur la manière dont on est ou pas en bonne santé. Je vois le temps qui file, donc j'accélère un petit peu, mais n'hésitez pas ensuite si vous avez des questions. Le milieu de travail, la manière dont on travaille, si on travaille dehors ou si on travaille dans un bureau, va avoir un impact sur la santé. Le logement, ça a été dit, la qualité de vie et la qualité du logement. Bon, les services de santé, l'accès aux services de santé. Et puis plus largement, et là on commence à aller sur des choses qu'on maîtrise beaucoup moins, c'est vraiment les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. Donc, le fait de vivre en ville ou à la campagne, dans un environnement pollué ou non, dans un pays en guerre ou non. Tous ces éléments-là vont avoir un impact sur la santé. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, la part du biologique et du physiologique va être finalement très très relative hein, par rapport au niveau de santé des personnes. Et si c'est vraiment une question qui nous intéresse, alors j'ai un commentaire au niveau de l'ADN. Oui, l'ADN, on va le retrouver à ce niveau-là, hein, effectivement. On est sur la constitution, les facteurs individuels, la biologie, la physiologie. L'impact de ces facteurs vraiment individuels et même des comportements individuels va être relativement minime par rapport à tout ce qui va pouvoir influencer notre santé. Il y a effectivement le bagage que l'on porte en soi, mais on est tellement confronté à des choses diverses et variées que finalement, tout ce qui va pouvoir à nous arriver va avoir un impact sur la santé et en tant qu'individu, on maîtrise un peu, mais pas trop. Là où on va vraiment pouvoir aussi avoir un impact en tant qu'individu, c'est aussi dans la manière finalement dont on va s'impliquer collectivement ou pas, et dont on va éventuellement essayer de faire changer les choses. J'ai pris un peu de temps hein, pour vous expliquer ça, parce que vraiment, ça, c'est ce qui va fonder toutes les questions de promotion de la santé, puisque quand on prend en compte ce schéma, on se rend bien compte que ces déterminants sociaux de la santé vont créer des fortes inégalités sociales de santé sur lesquelles on peut ou pas avoir envie d'agir. Ça, c'est mon côté sociologue neutre et objectif qui parle. Mon côté personne citoyenne aurait plutôt envie d'agir sur ces inégalités pour qu'il y en ait moins. Mais bon, en même temps, chacun fait ce qu'il veut. Donc, il y a vraiment cette idée que ces déterminants-là
crée des fortes inégalités sociales de santé. Et dans le contexte actuel, on le voit, c'est vraiment frappant comment les personnes sont touchées différemment, pas seulement en fonction de leur âge, mais aussi en fonction de l'endroit où elles vivent, des conditions dans lesquelles elles vivent, de est-ce qu'elles ont accès ou pas à un médecin, rapidement, pas rapidement. Est-ce qu'elles savent, ça c'est l'aspect éducatif, est-ce qu'elles savent comment se protéger ou pas? Est-ce que finalement les messages qui sont diffusés par de l'audio, par de la vidéo, par du texte, est compréhensible par tous? Ça, ce sont vraiment des questions qui sont au cœur de la promotion de la santé et qui, on le voit vraiment hein, aujourd'hui, sont des nœuds si on souhaite, si on a à cœur la santé publique. Donc, tout ça pour aussi, hein, j'oublie pas mon fil de départ qui est pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Tout ça pour dire aussi que finalement, bon, ce chiffre, il est questionnant parce que comment est-ce qu'on en arrive à un tel écart entre les femmes et les hommes, surtout si on repense à cette question des inégalités sociales de santé et si on pense que les femmes sont majoritairement plus précaires que les hommes, etc. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on a réfléchi et sur lesquelles les deux références bibliographiques que je vous ai données ont réfléchi également. Et on va aller petit à petit vraiment au cœur de tout ça. Je vois qu'il est déjà, je vais vous dire 16h06, vous ça ne vous parle pas, mais ça me parle. Il est donc pour vous 21h. Donc, cette question des inégalités sociales de santé va être vraiment au cœur hein, de nos réflexions. Et puis, et finalement, vont amener à des concepts sur lesquels nous, on travaille, qui seront alors des concepts de universalisme proportionné, donc c'est un mot un peu barbare, mais qui, en gros, va prôner l'équité plutôt que l'égalité. Je vous laisse réfléchir à cette question. Je pourrais vous montrer une image, mais vous pouvez aussi la chercher et vous la retrouverez. Et finalement, voilà, cette question va être intéressante. Ce qu'on voit, et c'est vraiment ce sur quoi je voulais arriver petit à petit, c'est à quel point, quand on renverse la question des inégalités sociales de santé, c'est à quel point finalement la santé, et c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui avec l'épidémie que l'on vit tous, c'est que cette santé, c'est aussi un révélateur et un révélateur social des rapports de pouvoir qui vont structurer une société. On se rend compte qu'il y a des rapports qui structurent une société, d'inégalité sociale. Et la santé, forcément, ces rapports de pouvoir ont un effet sur la santé. Et forcément, la santé est un révélateur, du coup, de ces rapports de pouvoir. On peut le prendre dans un sens comme dans l'autre. Du coup, quand on prend en compte ces différents éléments, on se rend compte que cette différence qui existe entre les femmes et les hommes, elle peut s'expliquer de différentes manières. Alors, je vais reprendre mon schéma. L'espérance de vie des femmes est donc plus élevée, plus longue que celle des hommes. En tout cas, si on parle d'espérance de vie absolue, pas d'espérance de vie en bonne santé. Comment est-ce qu'on l'explique, ça, finalement? Voilà, on va arriver vraiment au cœur de la question. Une fois qu'on a vraiment posé ces concepts-là, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence? Alors, il y a une explication biologique. Il est dit, hein, j'ai fait quelques recherches aussi pour affiner un peu mon regard là-dessus avant de commencer cette conférence. Il se dit que les femmes ont un taux d'œstrogène plus élevé que les hommes, du fait de leur constitution, hein, et que cette hormone protège et notamment permet d'avoir un meilleur système immunitaire. Donc finalement, les femmes sont protégées quelque part des maladies. Donc ça, c'est le premier élément qui explique que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Il y a aussi un autre élément. Alors, je recherche ma liste. Je l'ai en tête. Qui dit que finalement, les femmes sont aussi plus résistantes et ont un meilleur système immunitaire parce que, étant socialement malnutries depuis des générations en générations, ce sont les femmes les plus robustes qui ont survécu.
On est là donc sur un processus qui serait lié à l'évolution des espèces et qui dit que les personnes qui survivent sont celles qui sont les mieux adaptées à leur environnement. Donc finalement, les femmes qui survivent sont celles qui sont plus robustes au départ. Et donc petit à petit, finalement, le patrimoine génétique qui a survécu, c'est celui de femmes robustes qui sont plus capables de survivre à la malnutrition. Il y a un documentaire et un ouvrage qui existent et qui m'a un peu inspiré, j'avoue. Le titre de cette conférence ce soir, c'est alors, il ne faut pas que je me trompe de sens. Pourquoi les hommes sont plus grands que les femmes de 7 cm? Je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça. Je pense que les mots ne sont pas tout à fait dans le bon ordre. Mais voilà. Qui explique ce processus d'évolution aussi des espèces. Donc ça, c'est l'autre argument. Donc là, on va être sur des choses qui dépassent même les conditions. Là, on est sur des choses qui sont très très larges, liées à l'histoire, etc. Le dernier élément qui revient beaucoup quand on questionne cette question, ce chiffre, cet écart statistique dans l'espérance de vie des hommes et des femmes, on est sur les facteurs et les styles de vie. Donc finalement, on est sur le fait que les hommes ayant des conduites à risque plus souvent que les femmes, donc là, c'est lié au masculin, ces hommes ayant de plus grandes conduites à risque auraient donc forcément, il y a plus d'impact sur leur santé, donc accidents, pratiques sportives, etc. On a aussi les pratiques à risque alcool, tabac, donc les hommes fumant plus et buvant plus que les femmes, ça raccourcit leur espérance de vie. Et de la même manière, il y a les conditions de travail des hommes qui seraient plus difficiles que pour les femmes. Quand on commence à vraiment déjà penser les choses de cette manière-là, on va se rendre compte que finalement, enfin en tout cas moi c'est à cette conclusion que j'arrive, ce ne sont pas les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes, ce sont les hommes qui vivent moins longtemps que les femmes. En fait, ce qui va être intéressant, je trouve en tout cas, à questionner à partir de là, c'est que c'est pas que les femmes ont un avantage, à part celui de l'œstrogène, c'est que les femmes se sont adaptées d'une certaine manière, et c'est surtout, si on prend en compte la question des comportements, que les hommes ont plus de conduites et de comportements qui ont un impact sur leur santé et qui donc raccourcit leur espérance de vie. Donc ça pose la question d'une toute autre manière. Et ça, ces chiffres-là et cette manière de voir les choses est confirmée par des chiffres plus récents qui montrent que les femmes fument et boivent de plus en plus et que donc l'écart de l'espérance de vie des hommes et des femmes se réduit. On voit à quel point le comportement et les conditions dans lesquelles on vit ont un impact. Donc ça, c'est déjà la première chose dont je voulais parler avec vous. C'était cette idée qu'on dit souvent les femmes ont une espérance de vie plus élevée que les hommes et on se demande quelles sont les conditions qui font que les femmes vivent plus longtemps. Bon, c'est un des éléments à prendre en compte. Mais surtout, ce qui va être intéressant à mon sens, c'est de se dire que, en fait, ce sont les hommes qui, vivant moins longtemps que les femmes, ont des conditions de vie qui font que ça a un impact sur leur santé. Et donc finalement, qu'est-ce qui crée les impacts sur la santé, etc. Et qu'est-ce qui va avoir un impact aussi fort, on va du coup le voir là, c'est les comportements, c'est les manières de fonctionner. J'ai effectivement aussi, là, dans les commentaires, l'idée que les femmes, dans les comportements, ont plus l'habitude d'aller chez le médecin. Je vais en parler. C'est aussi, ça fait aussi partie de la construction. Donc, c'est ma deuxième partie. On arrive là à la partie du genre, c'est-à-dire que cette question des comportements, elle va être un moyen d'expliquer la différence entre l'espérance de vie des hommes et des femmes. Et donc, le lien que j'avais du coup envie de faire avec vous dans la foulée, c'était, et qu'est-ce qui explique ces différences de comportement entre les hommes et les femmes, c'est évidemment, en tout cas moi en tant que sociologue, pour moi, tout ce qui va toucher à la socialisation et à la socialisation au genre notamment. Je vais boire un coup. Quand on
Voilà, il reste 15 minutes. Quand on parle du genre, petit rappel très rapide de ce que c'est que le genre, en tout cas de moi, comment je l'utilise. Le genre, c'est la construction sociale du sexe. Je crois que j'avais fait d'ailleurs une intervention là-dessus, sur les définitions des concepts par rapport à la question du genre. Le genre, c'est la construction sociale du sexe, c'est-à-dire qu'on va partir d'une différence biologique, le sexe, donc qui est anatomique, hormonale et génétique. Cette différence va ensuite être, on va dire, le support de toute une construction du masculin et du féminin. Donc, à partir d'un individu de sexe masculin, on va construire une idée de ce que doit être un homme, donc de sa manière d'être, de sa manière d'agir, de sa manière de faire, etc. Et on va éduquer l'être humain à la naissance en fonction de ces critères-là. De la même manière qu'un individu donc, de sexe féminin va être éduqué pour devenir une femme. Bon, là, je ne vous dis rien de révolutionnaire, hein. Ça a été dit et travaillé par beaucoup d'autres chercheurs avant moi, mais c'est vraiment la base sur laquelle on va travailler cette question du genre. Si vous avez envie, il y a aussi, hein, dans genre et santé, il y a page, je cherche les définitions, c'est page 9. Donc là, vous avez tout un encart avec les définitions. Donc du coup, c'est pas mal si vous l'avez pas. Cette idée de comment est-ce qu'on joue un rôle aussi en tant que femme ou en tant qu'homme va être particulièrement intéressante. Donc, cette question du genre et du comportement, c'est ce qui va aussi expliquer les différences, donc je l'ai dit, entre les hommes et les femmes, et entre le fait que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Il y a tout un pan de la sociologie du genre qui a travaillé sur la question du care et qui explique à quel point les femmes sont construites socialement, en tout cas dans plutôt un grand nombre de sociétés, autour de la notion de prendre soin. On va même parler d'éthique du care chez les femmes quand on parle d'éthique de la justice chez les hommes. Donc là, je fais référence à deux chercheuses américaines, nord-américaines, qui sont Carol Gilligan et Joanne Tronto. Vous retrouverez d'ailleurs des éléments de définition dans cet ouvrage. C'est intéressant d'ailleurs quand je l'ai lu parce que la distinction qui est faite entre l'éthique du care et l'éthique de la justice, c'est que du côté masculin, en tout cas c'est comme ça qu'elles l'ont analysé, donc on est plutôt sur l'éthique de la justice et on va avoir tout un vocabulaire guerrier, tout un vocabulaire de lutte, de combat, notamment du coup quand on va parler de santé. Et du côté du coup du care et du prendre soin, c'est ça que ça veut dire care, on est donc beaucoup plus sur l'écoute. Et j'ai remis ça en parallèle avec les discours gouvernementaux et présidentiels contemporains. Et bon, ça m'a provoqué quelque chose dans l'esprit qui est qu'il y a vraiment deux manières de voir les choses et que cette question du langage guerrier, elle est vraiment pas anodine, en fait. Elle amène vraiment quelque chose de très particulier sur la manière dont on parle ensuite de la santé et sur la manière dont on veut ensuite aider ou pas, enfin voilà, comment on travaille là-dessus. Cette question du care, en tout cas, elle a été beaucoup travaillée par ces deux chercheuses, avec cette idée que vraiment ça touchait à l'environnement féminin et qu'il y avait 4 dimensions à prendre en compte quand on parle du care. C'est caring about, taking care, caregiving et care receiving. Ces 4 dimensions, hein, elles sont complémentaires et elles sont à la fois indépendantes et en même temps elles s'appuient les unes sur les autres. Le caring about, donc qui va vraiment faire partie de la manière dont on construit les femmes socialement, hein, c'est cette idée que les jeunes femmes ou les jeunes filles, on développe chez elles les compétences de
penser à l'autre, être attentif à l'autre. Le taking care, c'est agir pour l'autre. Donc, c'est prendre soin de l'autre. Le caregiving, c'est le soin vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire comment j'aide, je soigne. Et le care receiving, c'est le fait de pouvoir accepter soi-même qu'on puisse être soigné et qu'on accepte de la part des autres à la fois d'être vu comme vulnérable et en même temps d'être aidé. On sait aujourd'hui que tout ce qui touche au care est vraiment fortement connoté avec l'identité féminine, l'identité sexuée féminine. D'ailleurs, on en parle aussi beaucoup en moment. L'essentiel des professions qui sont liées au care sont féminines. Je ne sais plus si on est à 80 ou 90%, en fonction après des sous-métiers, on va retrouver des différences. Mais il y a vraiment quelque chose qui est très fort autour de cette construction féminine du soin et du care en général. Ça va aussi expliquer pourquoi finalement les hommes ont une espérance de vie plus courte. C'est que les femmes sont construites socialement autour de cette idée que ça fait partie de leurs compétences individuelles et personnelles. Donc, effectivement, comme Emmanuel le dit en commentaire, les femmes ont beaucoup plus le réflexe d'aller se faire soigner, d'aller demander et d'être attentifs à la fois aux autres, mais aussi à eux-mêmes, puisque comme elles se doivent d'être attentives aux autres, il faut aussi qu'elles soient attentives à elles-mêmes pour pouvoir être attentives aux autres. Donc ça crée aussi, ça fait partie des éléments qui effectivement expliquent cet écart qu'il y a dans l'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Paradoxalement, cette prévalence, on va dire, cette propension, voilà, c'est le mot que je cherchais, à être attentif aux autres, etc., crée énormément d'inégalités sociales et crée notamment beaucoup d'inégalités sociales au niveau du travail. Là, c'est vrai que d'ailleurs, c'est repris dans 2 articles là. Un sur Mediapart et un dont je pourrais vous donner le lien, hein, c'est un article d'universitéouverte.org qui explique à quel point la crise actuelle va créer de la précarité sociale et économique pour les femmes, puisqu'elles sont en première ligne en termes de travail, hein, c'est-à-dire qu'elles sont les infirmières en première ligne, elles sont les caissières en première ligne, mais elles sont aussi celles qui souffrent le plus du télétravail et notamment de cette question de la garde d'enfants et de la continuité pédagogique. Les femmes sont encore aujourd'hui construites comme étant les principales pourvoyeuses de soins aux enfants, en tout cas dans les esprits au niveau global, ce qui fait que ça a un effet direct sur les pratiques quotidiennes et sur la manière dont aussi l'environnement va voir une femme qui reste ou pas, qui continue à travailler ou pas. Voilà, donc les stéréotypes sexuels ont encore une forte emprise. Dans l'article sur universitéouverte.org, l'exemple est montré d'un homme qui est en visio, comme on est là, et dont les enfants en fait rentrent dans le bureau et on voit du coup une femme, alors on sait ensuite que c'est son épouse, qui vite récupère les enfants pour les emmener à l'extérieur. Là, les miennes ne sont pas venues, mais c'est pas la première visio que je fais depuis que je suis en télétravail. Et je vous avoue que plusieurs fois, j'ai eu des enfants qui ont débarqué et personne qui venait leur courir après pour les ramener. Donc voilà, c'est assez rigolo aussi. Je vois qu'il reste assez peu de temps. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Bon, il y a plein d'éléments dans ces articles, vous verrez, sur la question du travail et des femmes. Et vraiment, moi, ça me questionne sur comment est-ce qu'on en arrive à ces chiffres-là. On voit que de plus en plus, on va prendre en compte. Alors, c'est lié aux évolutions sociales. Les femmes travaillent de plus en plus à l'extérieur du foyer, dans des conditions qui ne sont pas forcément facile et se développe énormément de maladies professionnelles chez les femmes. Donc, il y en avait moins dans les années 2000. Les chiffres sont présents. On a une augmentation de 33% des accidents du travail chez les femmes entre 2001 et 2015, quand on a une baisse de 30% chez les hommes, par exemple. Donc, on a une baisse globale des accidents du travail, mais il y a une augmentation chez les femmes et une baisse chez les hommes.
il y a aussi tout un article qui est intéressant sur la manière dont on va questionner le rapport des femmes à leur travail. Et il y a cette question de l'invisibilité des femmes dans les recherches et comment on ne sait pas quelles sont les conditions de travail des femmes et comment on ne prend pas en compte cette idée que les femmes non seulement ont des carrières professionnelles différentes et des parcours personnels différents et que ça a un impact aussi sur les femmes. Et notamment sur l'articulation vie professionnelle et vie personnelle. On sait aujourd'hui que ça a un fort impact sur la santé mentale et donc sur la santé globale, puisque si on en revient à notre définition de départ, cette question de la santé, c'est bien de la santé globale dont on parle, donc l'état complet de bien-être. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on essaye de faire des statistiques et des recherches chiffrées sur la santé des hommes et des femmes, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, on ne peut pas travailler avec, alors peut-être certains le connaissent, ce fameux « toutes choses étant égales par ailleurs », parce qu'en fait, quand on parle d'hommes et quand on parle de femmes, à l'heure actuelle, c'est vraiment toutes choses étant inégales par ailleurs. Et si on prend l'organisation du travail, si on prend la question des conditions de travail et des parcours professionnels, mais aussi de l'articulation entre temps professionnel et temps familial et personnel, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de commune mesure entre les hommes et les femmes. Encore aujourd'hui, même si ça évolue et il y a des choses qui changent, hein, heureusement. De la même manière, quand on questionne la question du genre et la question de la santé, on observe que finalement, la santé des femmes reste quelque chose d'assez inconnu. Pendant très très longtemps, les recherches étaient, enfin les groupes tests, c'était des hommes, et on ne se questionnait pas forcément sur la place des femmes. De même manière que souvent les protocoles sont prévus pour des adultes et pour les enfants, on se contente de diminuer les doses. Je ne sais pas si ça fait partie des choses que vous avez déjà entendues. On a découvert aussi récemment que les femmes aussi souffraient de maladies cardiovasculaires, mais qu'elles étaient juste très 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 mal diagnostiquées. Finalement, on ne connaît pas l'impact notamment des accidents cardiaques chez les femmes, puisque les symptômes ne sont pas exactement, en fait, c'est pas l'impact, pardon, c'est les symptômes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, les femmes sont beaucoup moins bien diagnostiquées que les hommes. Bon. On pourrait parler de la question de la santé sexuelle aussi. La santé sexuelle et la responsabilité de la contraception est beaucoup portée par les femmes en France. Ce n'est pas le cas partout. Bon, il y a tout un tas de sujets comme ça qui, moi, m'amènent à me questionner, encore une fois, si je reviens à l'origine pour laquelle j'ai proposé ce sujet au départ, c'est vraiment comment est-ce qu'on en arrive à cet écart statistique. En fait, tout simplement parce que finalement, j'ai presque un peu spoilé déjà en disant qu'il y a cet écart d'espérance de vie, mais surtout il y a cet écart d'espérance de vie en bonne santé. Et quand on prend en compte tous les éléments dont je viens de parler, on se rend compte que oui, vraiment, l'écart d'espérance de vie en bonne santé entre les hommes et les femmes est très faible. Et il est certainement lié au fait que les hommes ont eu une vie plus courte que les femmes pendant un certain temps, mais qu'aujourd'hui, les conditions de vie des hommes et des femmes font que petit à petit, ils se rejoignent, même s'il y a encore des écarts. Alors, du coup, vous pourriez me dire, bon, ben, ok, c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert de questionner le genre et la promotion de la santé si finalement on en arrive toujours à voir les mêmes choses, c'est-à-dire des inégalités qui sont structurelles, des inégalités sociales. En fait, là où c'est intéressant, et notamment du coup pour l'approche en promotion de la santé, c'est que le fait de questionner le genre et donc la construction sociale des identités sexuées et de finalement comment la société va organiser les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, ça permet de moins travailler sur le risque et donc sur comment prévenir des risques. Et ça, c'est très promotion de la santé. C'est-à-dire qu'on va plutôt se poser la question de comment faire pour que ça se passe bien pour les personnes et qu'elles soient dans un environnement favorable et qu'elles puissent développer leurs aptitudes personnelles pour pouvoir ensuite accéder à une santé qu'elles jugeront bonne. Et on n'est plus du coup sur comment prévenir les comportements à risque et comment empêcher les gens de tomber malades. On a vraiment un renversement.
Et donc, vraiment, cette question de genre, elle est importante quand on parle de promotion de la santé parce qu'elle amène à renverser, encore une fois, la manière de voir les choses, un peu comme quand on a renversé la définition de la maladie, de la santé, pardon, de lapsus. Et ce qui fait qu'on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du comment penser les rapports sociaux pour que les personnes puissent vivre le mieux possible et viser le bien-être complet. Et plus sur comment prévenir les risques pour ne pas tomber malade. Donc, encore une fois, ce renversement, il est intéressant et il peut permettre aussi aux personnes, en faisant valoir leurs droits, en reprenant le pouvoir finalement sur leur vie, parce que ça c'est une des valeurs vraiment qu'on défend fortement en promotion de la santé, de faire des choix et des choix plutôt éclairés et pour eux-mêmes et leur santé, puis peut-être aussi pour celle de leur entourage.